Rire, se déplacer, et le chien est nickel, parfaitement propre. On ne va pas s'intéresser à ce chien. On ne va pas faire de prélèvement sur ce chien pour savoir où il est passé, et on ne va surtout pas faire de prélèvement dans les véhicules des personnes qui pourraient être suspectées. Le corps a été transporté, il a été transporté forcément dans une voiture, dans le coffre d'une voiture. On aurait peut-être retrouvé des traces, mais pas un seul véhicule n'a été fouillé par les enquêteurs. Mais ce n'est pas tout. On a retrouvé une trace de pneu assez nette. Il se trouve que cette trace est parfaitement compatible avec les pneus du véhicule que possédait le beau-père de Magali. Seul problème, 5 ans après les faits, la voiture a été revendue et se trouve depuis à l'étranger. Les enquêteurs n'ont donc pas pu l'analyser. Dans cette affaire, ce qui fait cruellement défaut, ce sont des preuves. Si on arrive à découvrir l'endroit où le corps de Magali a été carbonisé, les moyens de la technique scientifique aujourd'hui, de la police scientifique, nous permettront d'identifier un certain nombre d'éléments qui seront extrêmement probants. Je crois qu'il faut se rattacher à cet espoir pour tout faire pour que ce dossier ne soit pas refermé. Mais alors, pourquoi les enquêteurs se sont-ils perdus dans autant de pistes? Evelyne et Eric connaîtront-ils un jour la vérité sur le meurtre de leur fille? À Ornay, le temps qui passe nuit sérieusement à l'enquête. 14 ans après les faits, les gendarmes ont exploré de nombreuses pistes et aucune n'a permis d'élucider le meurtre de Magali. Les chances de connaître un jour la vérité et d'identifier le ou les coupables sont très réduites. Maintenant, il faut voir les évidences et mettre un mot. C'est un fiasco judiciaire. Un fiasco judiciaire que la famille a du mal à admettre. D'autant qu'en 2003, une autre affaire a accaparé les enquêteurs dans la région. C'est vrai qu'au même moment, il y a l'affaire Flactif, un tout petit peu plus loin, et que là, c'est un modèle du genre en termes d'enquête. Les enquêteurs ont extrêmement bien travaillé, de concert, et ont abouti à un résultat très très vite en arrêtant les personnes qui étaient impliquées dans les 5 homicides. C'est un peu le contre-exemple par rapport à l'affaire de Magali. Aujourd'hui, les proches meurtris à jamais par le drame n'espèrent qu'une chose: que justice soit faite. Nous sommes en train de mettre au point de nouvelles demandes d'actes pour que, précisément, l'instruction continue, que de nouvelles investigations soient diligentées et surtout pour que le dossier ne soit pas clos, parce qu'une fois qu'il sera clos, la prescription pourra commencer à courir. En Haute-Savoie, 15 ans après le drame, personne n'a oublié le sourire de Magali. Elle est toujours là. Tous les jours, jour et nuit, les années passent. Il n'y a plus rien. Amis et famille, tous sont hantés par cette quête de vérité. Qui a tué Magali? Ses parents meurtris lancent un ultime appel sur notre plateau pour découvrir la vérité. Je ne peux pas baisser les bras, je suis obligée de continuer, mais j'y souhaite à personne. Même à mon plus pire ennemi, même au meurtrier de ma fille, je n'arriverai même pas à lui souhaiter. Jusqu'à ma mort, je serai dessus. Ça, c'est sûr. Puis je le lâcherai pas. Cette vérité, nous tentons bien évidemment de la découvrir ce soir avec les parents de Magali qui sont en direct avec nous, et nous a rejoint également Sandrine Wattekamps. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes psychocriminologue et le père de Magali s'est tourné vers vous il y a 7 mois pour reprendre l'enquête à zéro. Juste avant de parler de l'enquête elle-même, je voudrais que vous m'expliquiez en quelques mots ce qu'est votre métier précisément. Donc notre métier consiste à apporter un éclairage nouveau à des dossiers parfois très anciens, comme c'est le cas ici. On va procéder à une analyse criminelle des faits. On va particulièrement s'intéresser à ce que l'auteur nous laisse avoir afin d'identifier des éléments qui
permettrait justement de prioriser certaines pistes d'enquête. Le but étant, plus tard, en collaboration avec l'avocat, de demander au juge de procéder à des auditions complémentaires ou des expertises nouvelles. Donc, si j'ai bien compris, votre travail se fait en plus de la justice, c'est bien ça? Ça se fait en parallèle pour tenter d'aider les familles? Tout à fait. On arrive souvent une fois que la justice n'a pas abouti, malheureusement. Alors, dans ce cas particulier, est-ce que vous avez réussi à dresser, par exemple, le profil du meurtrier de Magali? Alors, on ne va pas parler de profil, nous. Mais effectivement, il y a des pistes qui se dégagent principalement. Oui. Par rapport au mode opératoire? Par exemple, on peut déjà remarquer que c'est un crime qui est divisé en plusieurs séquences, avec notamment une phase de destruction du corps, puis un transport jusqu'au lieu d'abandon. Pour nous, c'est quand même une prise de risque importante. Un auteur qui serait totalement étranger au secteur laisserait le corps sur place. Si l'auteur prend la peine finalement de déplacer le corps, c'est qu'il se sent identifiable et certainement qu'il est du coin. Par ailleurs, l'endroit où a été abandonnée Magali n'est pas neutre. Il nécessite une certaine connaissance des lieux, d'avoir des informations sur qui le fréquente et qu'on ne sera pas dérangé à tel moment de la journée, par exemple. Alors, c'est important ce que vous nous dites, parce que vous nous donnez plusieurs éléments qui sont clés. Vous nous dites qu'a priori, c'est quelqu'un de la région. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être un proche de la famille. Alors ça vient encore à la lumière de différents éléments, mais effectivement. Oui. Quels sont les éléments qui montrent que ça peut être un proche ? Alors, il y en a différents. Le principal, je dirais, enfin, l'un des éléments marquants, ce sont ces retraits bancaires. Donc, on a vu qu'il y a eu 3 tentatives de retrait sur la carte de Magali qui n'ont pas abouti, de 2000 francs, et un unique retrait avec la carte de Geoffrey de 200 francs. Dès lors, on peut se demander un petit peu pourquoi ne pas retirer davantage si le mobile est réellement le vol. Pourquoi se priver de retirer davantage, sachant que le compte est approvisionné. Donc c'est un peu une mise en scène, ça. Voilà, c'est pour détourner le regard dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça veut aussi dire qu'on ne cherche pas particulièrement à nuire à Geoffrey et donc qu'on le connaît. Donc quelqu'un qui connaît Geoffrey, est-ce que ça nous ramène à la piste du beau-père de Magali ? Ça nous ramène à différentes pistes. On peut pas, voilà, on va dire que l'entonnoir se rétrécit. On en est où aujourd'hui dans cette enquête ? Alors on a différents éléments actuellement toujours en cours à l'étude. Vous avez demandé de nouvelles expertises, par exemple ? On est en train d'en faire la demande avec Maître Rimondier. Quel type d'expertise ? Vous voulez savoir quoi ? Alors ça va être des éléments, il y a des auditions complémentaires à effectuer, des expertises scientifiques, il y a eu des prélèvements de faits à l'époque, des analyses qui n'ont pas été réalisées, qui sont aujourd'hui tout à fait possibles, notamment avec les progrès de la police scientifique. Eric, on entend Sandrine Droitecams qui parle d'un proche, de quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Est-ce que ça vous éclaire sur quelque chose ? De toute façon, moi j'ai toujours pensé que c'était un proche. Je vois pas... Depuis le début, vous pensez que c'est un proche ? Totalement, depuis le début. Sandrine Droitecams, est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Je crois que vous étudiez également une autre possibilité. Oui, comme je vous dis, voilà, on n'a pas totalement refermé certaines portes. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos investigations. Celle d'un proche du couple ? Là, je ne pourrais malheureusement pas vous en parler puisque c'est toujours en cours. Et voilà, au risque d'influer sur le cours de l'enquête, évidemment. Mais il y a une piste importante, en tout cas, qui est en cours en ce moment. Tout à fait. Et sur laquelle il y a des soupçons qui pèsent. Voilà. Maître, vous pouvez nous dire quelque chose sur cette fameuse piste d'un proche du couple ? Je vais vous faire la même réponse pleine de bon sens que celle qui vient de vous être faite. Les investigations sont loin d'être terminées. La détermination de la maman et du papa de Magali est telle que cette enquête ne se refermera pas tant qu'on n'a pas trouvé l'auteur. Je fais en sorte, effectivement, avec le magistrat instructeur, qu'il y ait des actes pour qu'on aille jusqu'au bout. C'est dire naturellement que je ne peux pas, et je pense que chacun le comprendra, expliquer ce soir quelles sont les pistes que l'on voudrait maintenant privilégier au risque. Surtout que notre objectif ce soir, c'est d'aider justement l'enquête. Exactement. Et pas de poser de problème. Mais en tout cas, il y a une piste. Il y a des pistes qui sont encore à exploiter et qui le seront. Evelyne, vous continuez à garder espoir ce soir ? Oui. Plus que jamais ? Plus que jamais, oui. Vous avez entendu beaucoup de témoignages, vous avez entendu beaucoup de choses ce soir. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de bouger, visiblement. Cette enquête est loin d'être refermée. Oui, j'espère. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir ?
J'espère que ça va aboutir et qu'on retrouvera le meurtrier de ma fille. Pour vous, c'est un long combat? C'est un très long combat, jour et nuit. J'ai pris à perpétuité. J'ai perdu une partie de mon corps. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été avec nous. Merci, Eric. Merci. Madame, monsieur, également, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous m'autorisez à dire un dernier mot? Je vous en prie, bien sûr. Je crois que chacun a vu et partagé la souffrance de la maman et du papa de Magali. L'émission à laquelle on vient de participer a nécessairement été suivie par des gens qui savent quelque chose. Je crois qu'on a dit, et chacun a compris, que l'auteur de cet abominable crime est un proche. C'est dire naturellement qu'il y a nécessairement parmi les gens qui nous ont suivis ce soir, des gens qui savent quelque chose. Qu'il me soit permis de lancer un appel maintenant pour dire, si vous savez quelque chose, mettez à profit cette émission, libérez votre conscience, et puis venez au secours de cette femme et de cet homme qui n'en peuvent plus de souffrir. Venez aider ses parents. Le numéro de téléphone, on va le remettre tout de suite sur l'écran, bien évidemment, pour que vous puissiez nous appeler. Vous avez compris la détresse de ses parents. Ce soir, ces parents qui comptent sur vous, qui ont eu beaucoup de courage de venir, madame. Je sais que ça a été compliqué pour vous de venir ce soir, mais vous vouliez le faire pour votre fille, bien évidemment. vous aviez envie d'avoir cet espoir que les choses puissent avancer. Merci pour votre courage. Merci beaucoup, merci monsieur. Merci. Également, ce numéro de téléphone, vous le voyez bien évidemment, dès demain, nous donnerons tous ces témoignages qui nous arrivent. En ce moment, nous les donnerons aux gendarmes, aux policiers qui sont sur cette affaire. Merci à tous. Dans un instant, nous allons ouvrir une deuxième affaire. Cette fois, ce sont les parents du jeune Jonathan qui ont accepté de venir sur ce plateau parce que eux aussi veulent savoir. Vous l'avez peut-être vu ce matin dans la presse, dans Le Parisien, qui a consacré un article à cette affaire. C'est une affaire aujourd'hui qui est mystérieuse, mais les choses vont peut-être bouger, vont peut-être avancer ce soir. Jonathan a été tué dans des circonstances terribles. Sa mort est aujourd'hui encore un vrai mystère. Merci beaucoup. Le 14 avril 2007, à Auxonne, en Bourgogne, il est 6h35 quand un livreur commence sa journée. Au fond d'une ruelle, il aperçoit un corps allongé au sol, gisant dans une mare de sang. La victime s'appelle Jonathan. Il a été roué de coups. Entre la vie et la mort, le jeune homme de 18 ans est transporté d'urgence à l'hôpital. Il décédera 5 jours plus tard de ses blessures. Dans cette ville de la Côte d'Or, c'est la stupéfaction. Jonathan était connu et apprécié de tous. Handicapé depuis la naissance, il se battait chaque jour pour mener la même vie que les jeunes de son âge. Alors, qui pouvait donc lui en vouloir? Une question qui reste sans réponse depuis maintenant 8 ans. Ce soir, en direct sur le plateau de crime, sa mère et son père veulent comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on a pu s'en prendre à lui, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à m'en mettre et tous les jours j'y pense, tous les jours je vais avec ça. Il ne faut pas fermer l'enquête. Il ne faut pas que ce juge ferme cette enquête. Ce soir, les parents de Jonathan sont en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Fleur Bella et Didier. Merci d'être avec nous. Vous êtes les parents du jeune Jonathan. La nuit du 13 avril 2007, la vie de votre fils a basculé. Au petit matin, il a été retrouvé inanimé. Au bas de l'escalier d'un immeuble d'Auxonne, il a été roué de coups. Il décédera 5 jours plus tard. Fleur Bella, vous attendez la vérité, vous vous battez pour cette vérité. Ça fait 8 ans qu'on se bat pour connaître la vérité. Pour que quelqu'un parle et nous amène sur le chemin de la vérité, parce qu'il faut qu'on sache ce qui est arrivé à Jonathan. Vous pensez que des gens savent? Des gens savent. Sans doute n'osent-ils pas parler, mais des gens savent. On va tenter de reprendre cette affaire ce soir et peut-être de les faire parler. Didier, vous aussi, vous avez cette volonté que la vérité éclate? Tout à fait, tout à fait. On veut savoir ce qui s'est vraiment passé, qui a fait ça. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu à cette émission, pour que les gens se libèrent et parlent, quoi. Alors on sent l'émotion est très forte. Corinne Herman nous a rejoint également. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de la maman de Jonathan et ensemble, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. C'était une nuit d'avril 2007. Dans l'affaire qui va suivre,
vous allez découvrir le combat d'un père et d'une mère qui tentent désespérément de comprendre pourquoi leur fils a été tué. L'histoire d'une enquête aux nombreuses pistes, mais qui reste aujourd'hui encore un mystère pour les forces de l'ordre. Mais moi, qui va pas en vouloir à mon fils? Mon fils, bon, il était gentil comme tout, donc, et puis il était quand même pas haut. Voilà, je me dis qui peut y en vouloir, puis qui peut le massacrer comme ça? Nous sommes à Auxonne, en Bourgogne. Cette commune de 8000 habitants chargée d'histoire doit sa renommée au séjour de Napoléon Bonaparte de 1788 à 1791. Capitale du Val-de-Saône, Auxonne se situe entre les villes de Dole et de Dijon. C'est plus effectivement une ville de passage, mais c'est aussi une jolie ville puisqu'il y a les bords de Saône où justement les jeunes se retrouvent souvent le soir. Mais derrière cette image de carte postale, la ville de la Côte d'Or affiche une facette bien plus sombre. Auxonne est une petite ville de la Côte d'Or qui, en 2007, est surtout connue pour être gangrénée par un véritable trafic de cannabis. Une ville un petit peu en déshérence où la jeunesse s'ennuie beaucoup. Le samedi 14 avril 2007, il est 6h35, quand dans le centre d'Auxonne, un livreur de médicaments commence sa journée. Il fait un premier arrêt devant une pharmacie située rue de la Paix. Le livreur est en train de déposer des caisses de médicaments chez le pharmacien tout proche, mais il est alerté par des gémissements, des râles. Les bruits semblent provenir de la cour intérieure de l'immeuble. Le livreur pose son carton et s'avance prudemment. Il voit tout de suite un corps allongé à terre. Il s'approche, il voit beaucoup de sang et immédiatement il comprend que c'est grave. Le livreur appelle aussitôt les secours. Au téléphone, il décrit un jeune, visiblement inconscient, et le visage couvert d'hématomes. 10 minutes plus tard, les gendarmes de la brigade de recherche d'Auxonne, accompagnés par des pompiers, arrivent. Ils cherchent immédiatement à identifier la victime. Et une particularité physique va les aider. C'est Jonathan, il a 18 ans et demi. Tout le monde le connaît parce que c'est un garçon handicapé qui porte un appareil lourd auprès des oreilles pour pouvoir entendre et communiquer avec le monde extérieur. Et tout le monde le connaît dans la ville sous le prénom de John. Le jeune homme est encore en vie, mais dans un état critique. Au niveau de sa tête, les gendarmes constatent la présence d'une flaque de sang. Mais ce n'est pas tout. Il relève notamment une partie de l'appareil auditif de Jonathan dans la cour. Dans la poche de son pantalon, un gendarme retrouve un bout de papier avec une adresse, mais ni portefeuille, ni téléphone portable. À ce stade, impossible de savoir ce qui est arrivé à Jonathan. Mais sa position, en bas des escaliers, peut faire penser à un accident. La première hypothèse évoquée par les pompiers auprès des gendarmes, c'est une malheureuse chute dans l'escalier en colimaçon, qui est un escalier un peu difficile, un peu brinque-ballant, souvent glissant. Pour l'instant, on en est là. Alors que Jonathan est transporté au centre hospitalier de Dijon, les gendarmes, de leur côté, interrogent les habitants de l'immeuble. Les gendarmes, dans leur enquête rapide au niveau du voisinage, ne recueillent aucun élément. Personne n'a entendu de bruit particulier, notamment de bruit de bagarre. Mais alors, qu'est-il arrivé à Jonathan? Comment a-t-il pu atterrir au bas des escaliers de cet immeuble? A-t-il fait une mauvaise chute, comme semblent le penser les pompiers? Ou la vérité est-elle beaucoup plus grave? À l'hôpital de Dijon, alors que Jonathan est admis au service réanimation, les gendarmes préviennent ses parents. Sur place, le diagnostic des médecins est sans appel. Le jeune homme de 18 ans a plusieurs vertèbres brisées et tous ses organes vitaux sont touchés.
Je savais que mon fils était devant moi, en train de se battre entre la vie et la mort. Et quelque part, en moi, se détacher, c'est impossible. C'était le cauchemar que j'allais me réveiller, que Jonathan allait se réveiller. On passe tout le temps, on reste tout le temps vers lui, mais on sent mal la chose. S'il s'en sort, oui, il serait énormément handicapé, donc on pose un tas de questions, puis au fil des jours, ça s'améliore pas du tout, quoi. Ça s'améliore pas du tout. 5 jours plus tard, Jonathan décède d'un œdème cérébral. Ses parents sont anéantis. Et au-delà de la douleur, c'est la colère qui les envahit. Car Flore Bella et Didier en sont convaincus, leur fils n'est pas mort d'une chute dans les escaliers. En moi, je sais que Jonathan a été agressé. Il ne peut en être autrement. Vu l'amplitude des dégâts, l'atrocité du massacre qui a eu lieu sur Jonathan pour que ses organes vitaux soient touchés ainsi, Jonathan ne s'est pas blessé de lui-même. C'est impossible. C'est un massacre, ils ont massacré mon fils, quoi. Les certitudes de Flore Bella et Didier se confirment avec l'autopsie. L'examen met en évidence de multiples fractures au niveau du crâne et des côtes. Très clairement, il a été victime de coups nombreux et extrêmement violents. Le coup, notamment à l'épaule, a fait des arrachures osseux et ligamentaires, donc des coups extrêmement violents, des coups répétés. Il a été battu à mort. Le 26 avril 2007, le parquet ouvre une information judiciaire pour meurtre. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de Dijon. Dans les rues d'Auxonne, le décès de Jonathan suscite une vive émotion. La population veut savoir ce qui est arrivé à ce jeune homme sans histoire. C'est un véritable choc. Jonathan est une personnalité d'Auxonne. Il se promène souvent, il sort beaucoup, il a une allure que tout le monde reconnaît. Jonathan est un enfant du pays. Atteint de malformation, il naît sans oreille. Dès l'âge de 3 ans, il porte un appareil auditif. En grandissant, le syndrome va atteindre d'autres organes. À 11 ans, Jonathan reçoit un rein de sa mère. Ça n'a pas été facile, franchement, pour lui, avec sa maladie, tout ça. Il a été greffé pas mal de temps à l'hôpital, tout ça. Mais on en est fiers, quoi. J'étais fier de sa réaction, j'étais fier de comment il réagissait vis-à-vis de tout ça, quoi. Il prenait tout à cœur, tout allait bien à chaque fois. Ah, regarde ça. De nature joyeuse, Jonathan affiche une bonne humeur communicative avec ses proches. Jonathan était très proche de sa famille, donc c'était le grand cousin en fait, donc il était souvent avec ses cousines. Après, il nous faisait rire, il amusait tout le monde. Ouais, c'était quelqu'un de joie de vivre. John, c'était quelqu'un qui bouffait la vie à pleines dents. Malgré qu'il était handicapé, pas une fois je l'ai vu en haine contre quelqu'un ou se prendre la tête. Jamais, jamais de la vie. Tout le monde dans Auxonne connaissait John. Pas parce que c'est pas par pitié parce qu'il était handicapé ou quoi que ce soit. C'était parce que c'était peut-être le mec le plus simple qui existait. Mais vraiment le plus simple possible. Depuis son plus jeune âge, Jonathan a une passion, la danse. Plus précisément, le hip-hop, un domaine où il excelle. Pour une personne qui avait un problème de surdité, c'est vrai que c'était quelqu'un qui adorait danser, c'était limite sa vie, quoi. À la brigade de recherche de Dijon, les gendarmes viennent de recevoir les analyses toxicologiques. Le jour du crime, Jonathan présentait un taux d'alcoolémie de 1,7 g par litre de sang. Pour les proches de la victime, c'est la surprise. Déjà, il avait un traitement qui était quand même assez lourd, donc il ne pouvait pas boire énormément. Jonathan, comme tous les jeunes, consommait un peu d'alcool lorsqu'il allait en soirée, mais ses amis sont unanimes, ça restait vraiment de façon très modérée. Jamais personne ne l'a vu ivre dans ses amis. Cet élément troublant amène les enquêteurs à se pencher sur l'emploi du temps de Jonathan la veille du drame. Ce vendredi 13 avril, il est environ 18h30 quand le jeune homme
rejoint son meilleur ami. Il va ensuite se rendre dans un bar pour consulter un annuaire, tout simplement parce qu'il cherche l'adresse d'une jeune femme qu'il a envie de rencontrer. En définitive, un autre ami l'appelle pour lui dire que cette jeune femme est dans un bar d'Auxonne. Il va s'y rendre, il va faire connaissance parce qu'il n'avait jamais vu, discuter quelques minutes avec elle. Vers 21h30, Jonathan quitte le bar et poursuit la soirée chez un ami dans le centre-ville d'Auxonne. Selon les déclarations des personnes présentes, ce soir-là, il aurait bu 3 verres d'alcool. À minuit 15, Jonathan quitte ses amis. Certains lui demandent si ils veulent qu'il le ramène en voiture. Il dit non, non, je vais rentrer à pied. C'est à quelques minutes à peine. Il avait l'habitude de rentrer chez lui à pied. Mais Jonathan ne rentre pas chez lui. Il va voir 2 autres de ses amis. C'est la mère, cette fois-ci, qui l'accueille et qui lui dit que les 2 jeunes hommes dorment. Et donc, il lui dit bah, « tu devrais rentrer chez toi ». Il commence à être tard, il est à peu près là, minuit 40. Jonathan n'avait que 300 mètres à parcourir pour regagner son domicile. Les enquêteurs émettent alors l'hypothèse que Jonathan ait pu être agressé en chemin pour un motif crapuleux. En effet, lors de leur audition, ses amis certifient qu'il avait bien son téléphone portable et son portefeuille avec lui ce soir-là. De toute façon, c'est une certitude, il a fait une mauvaise rencontre. Après, savoir si c'était quelqu'un qu'il connaissait. Même qui va pas en vouloir à mon fils. Mon fils, bon, il était gentil comme tout, donc, et puis il était quand même pas haut. Voilà, je me dis qui peut y en vouloir, puis qui peut le massacrer comme ça. Retour en direct sur ce plateau avec Flore Bella et Didier qui sont les parents de Jonathan. Flore Bella, il y a beaucoup d'informations dans ce reportage. Il y a d'abord cette première piste, la piste crapuleuse, puisqu'on dit que son téléphone a été volé. Mais c'est une piste qui est assez rapidement tombée, hein, je crois. Oui, dès le lendemain, le 14 au matin, le patron du magasin qui a retrouvé le téléphone... En fait, le téléphone de votre fils a été retrouvé devant un magasin. Devant un magasin à 6 h du matin par un employé de ce magasin et qu'il l'a donné à son patron et qui m'a retrouvé en appelant depuis le portable. Enfin, quand j'ai appelé et c'est là qu'il me dit qu'il a retrouvé le portable de Jonathan. Donc a priori, ça veut dire que la piste crapuleuse est rapidement tombée. Oui, et le portefeuille était à la maison. Et il y a le portefeuille également qui a été retrouvé. Oui, parce que Jonathan avait vraiment ses affaires avec lui ce soir-là. Mais dès le lendemain, on a fait des recherches et tout de suite, j'ai vu le portefeuille sur son bureau. Donc, ce qui veut dire que Jonathan est repassé chez lui, est repassé chez vous? Oui, il m'a envoyé un message à 1 h du matin pour me dire qu'il était rentré à la maison. Et quand il disait qu'il était rentré, il était rentré. Mais donc, il est ressorti ensuite? Il est ressorti. Et vous saviez qu'il devait ressortir? Non, il devait rester à la maison parce que le lendemain... Il retrouvait son petit papa, ils avaient une passion commune de brocante et il devait le retrouver le lendemain et aller en week-end chez son papa. S'il n'était pas allé la veille, c'était parce qu'il voulait aider, être bénévole pour une association de sportifs. Didier, donc il devait être avec vous le lendemain, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et donc il est ressorti ce soir-là. Lucille, est-ce qu'on sait qui Jonathan voulait voir ce soir-là et pourquoi il est ressorti? En fait, les enquêteurs vont retrouver dans la poche de son pantalon un petit bout de papier qui va les mettre sur une piste. Sur ce bout de papier, il y a une adresse. Et c'est l'adresse de cette jeune fille qui va croiser dans la soirée. Une jeune fille qui lui plaît bien parce qu'il va lui envoyer un texto à minuit 45. Un texto assez explicite, en fait, où il lui dit qu'il a envie de la voir. Je pense, voilà, je te trouve mignonne. Voilà. Un texto sympa d'un jeune homme qui a vu une jeune fille qui lui a plu. Voilà, il cherche à la voir là cette nuit-là, donc il ressort peut-être pour ça. Est-ce qu'on sait s'il a vu cette jeune fille le soir du drame? Voilà, il ne l'a pas vue, mais il y a une certitude, c'est qu'il va aller à l'adresse, en direction de cette adresse-là, de l'adresse de cette jeune fille, parce que son téléphone va être géolocalisé à 1 h 30 sur la route nationale, c'est la route où habite cette jeune fille. Didier, vous êtes le papa de Jonathan. Ce rendez-vous aurait pu être dangereux pour Jonathan? Dangereux, je pense pas, parce que bon, de ce que j'ai pu comprendre, il a abordé surtout les filles de façon à les faire rire, de faire des connaissances, quoi. Après... Mais cette fille avait un petit copain? Oui, c'est ce que j'ai pu apprendre. C'est oui. ce que vous avez appris après. Ce petit copain s'appelle Jérémy.
Tout à fait. Et c'est peut-être pour ça le fait de draguer Fleur Bella, la copine d'un garçon, ça aurait pu peut-être représenter un danger. Oui, mais là, ce soir-là, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment, depuis quelques jours, ils communiquaient par téléphone, juste une rencontre amicale, et ils s'étaient donné rendez-vous pour se rencontrer. Mais la jeune fille avait omis de dire qu'elle avait un petit copain. Ouais. Mais dans les messages qui ont été repris par les enquêteurs, il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait une relation entre guillemets amoureuse qui pouvait démarrer. C'était une relation amicale. En tout cas, ce petit copain s'appelait Jérémy et il est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous étiez donc le petit copain de cette jeune fille. Saviez-vous que votre ami à l'époque plaisait à Jonathan? Non, pas du tout. Vous n'en avez jamais entendu parler? Bah, au début, non. Parce que je l'ai juste croisé au café le soir comme ça. Il est venu juste nous dire bonjour. Voilà, comme ça, sans raison que moi je ne savais pas. Et à minuit 45, visiblement, il a tout de même envoyé un SMS, un message à votre petite amie. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis rentré avec mon ex. Mmh. Et elle avait plus de batterie sur son portable. Donc moi, je le savais. Elle m'a dit ça en rentrant une fois que je suis rentré chez moi, quoi. Donc le message n'est jamais arrivé à ce moment-là, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, elle l'a su que le lendemain matin. Vous vous êtes senti suspecté dans cette affaire? Un petit peu, parce que moi après, voilà, c'est un petit peu normal. Hein. Ouais. Vous avez été entendu par les gendarmes? Oui. Des gendarmes qui vous ont demandé votre alibi? Oui, mais après, moi, j'ai accepté parce que moi, j'ai rien à me reprocher, quoi. Aujourd'hui, vous êtes totalement lavé de tout soupçon dans cette affaire? Ah ben oui, parce que j'ai eu aucune nouvelle de gendarme, donc... Merci Jérémy, merci d'avoir accepté de témoigner ce soir. Maître Herman, on peut se demander malgré tout ce soir si la piste du règlement de compte amoureux est crédible ou pas dans cette affaire. Oui, en fait, il y a plusieurs histoires dans ce dossier. Il y a eu plusieurs SMS vis-à-vis de plusieurs jeunes filles. Donc effectivement, il y a encore des vérifications à effectuer sur ces SMS. Et c'est vrai que sur le timing de la soirée de Jonathan, du fait qu'il ait rencontré cette jeune fille, qu'il soit retourné vers son adresse, puisqu'il essaye d'aller vers chez elle, et qu'on trouve le téléphone pas très loin de son adresse à elle, il y a peut-être encore des vérifications effectuées. Ouais. Fleur Bella, effectivement, cette piste d'un éventuel petit ami jaloux, vous n'y croyez pas trop, vous? Non, mais toutes les portes sont ouvertes. Parce que là, il est question de Jérémy, et là, c'est clair, il n'y a pas de soupçon du tout sur lui parce que son ex à l'époque était quelqu'un d'un peu frivole, et Jérémy était plus soumis, et elle parlait avec beaucoup de garçons de façon comme ça, amicale, sans jamais envisager de faire autre chose. D'accord, elle était plutôt conviviale, et il n'y a pas de raison que ce soir-là, son petit ami se soit particulièrement énervé. Non, du tout. Puis Jonathan l'a rencontré, pardon, excusez-moi, j'ai parlé sur vous. Et Jonathan l'a rencontré vers 21h pour faire connaissance, et quand il en est sorti, avec beaucoup de respect, il a dit à son meilleur ami Émilien qu'elle lui plaisait pas, mais sans savoir qu'elle avait déjà quelqu'un. S'il avait su qu'elle avait eu quelqu'un, il n'aurait même pas essayé de voir. Mais comme m'a dit un jour un inspecteur, à minuit et demi, quand on a bu, et vraiment pour la première fois, toutes les filles sont belles. Et ce soir-là, il a voulu aller la voir. En tout cas, il y a une certitude, c'est que Jonathan ne voulait pas rentrer chez lui ce soir-là. Il n'avait pas envie de revenir. Il était avec Priscilla, qui a passé la nuit avec lui le soir du drame. Priscilla, sa meilleure amie, elle est également en direct avec nous. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial ce soir-là? Pas spécialement, à part qu'on était un vendredi 13, et il n'arrêtait pas de me répéter... qu'il allait lui arriver quelque chose. Et en le quittant, je me suis souvenu qu'il était minuit passé. Alors je lui ai dit, tu vois, il s'est rien passé, quoi. Fallait pas te mettre dans tous ces états. On a parlé de l'alcool, effectivement, il semblait avoir beaucoup bu ce soir-là, plus que d'habitude. Pour quelle raison? Après, avec la bande, il a bu 3 verres peu près, mais John, c'était pas quelqu'un qui buvait par rapport aussi à son traitement qu'il prenait. Ouais. Et je crois que vous le surveillez en plus, de façon assez maternelle, j'ai presque envie de dire, amicale en tout cas. Oui, on était très complices. C'est vrai que j'étais toujours derrière lui à lui dire stop.
lui rappeler comme quoi qu'il était malade, qu'il fallait qu'il fasse attention. Oui, parce qu'il avait un traitement qui l'empêchait de boire beaucoup d'alcool, c'est ça? Oui, qui n'était pas compatible. Ouais. Merci beaucoup Priscilla d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la meilleure amie de Jonathan. Lucille, Jonathan quitte ses amis à minuit et quart. Qu'est-ce qui fait penser aux enquêteurs qu'il a réussi à poursuivre sa soirée? C'est le taux d'alcoolémie justement. Là, Priscilla vient de nous le dire, il a bu 3 verres ce soir-là avec ses amis qui quittent à minuit et quart. Mais Jonathan est retrouvé à 6 h du matin. Et quand il y a un taux qui est fait, en fait, il a 1,7 g d'alcool par litre de sang, ce qui ne correspond pas du tout avec l'arrêt d'alcool à minuit et quart, 3 verres. Quoi. Ouais, donc il a bu avec quelqu'un cette nuit-là, quelqu'un qu'il connaît, ou est-ce qu'il a été forcé à boire? Il s'est passé quelque chose autour de l'alcool. Ouais, il faut dire que ça surprend tout le monde, le fait qu'il ait autant de sang, autant d'alcool dans le sang, car c'était un garçon qui aimait s'amuser, un garçon qui aimait faire la fête. Vous nous avez d'ailleurs transmis des vidéos de votre fils, des vidéos pour qu'on comprenne mieux qui il était. Regardez. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah! Ah, regarde ça. Un jeu de foot. C'est gros la spot, hein? Ouais, je suis quelqu'un, je vais voir. Merci. Hein? Ok, mais va chercher ta cantine. Dis donc, gamin, dis donc, gamin. Dis donc. Allez, on sort. Flore Bella, on voit ce sourire, on voit à quel point c'est un garçon qui aimait s'amuser, qui aimait la fête. Oui, c'était un turlupin de la vie. Il aimait la vie en usée. Il aimait le sourire et rire, il avait beaucoup d'humour. Il n'avait qu'en tête de vous faire rire et de vous faire des farces. Juste, puis ça le faisait rire de vous faire rire. Il aimait faire peur en faisant rire. Il était toujours enjoué et plein d'amour. Et il souffrait tellement à l'intérieur. Il ne voulait que personne ne le sache. Parce qu'il souffrait dû à ses graves maladies depuis sa naissance. Il souffrait de son handicap? Il ne voulait pas qu'on parle de lui comme un handicapé. Je tiens à le dire aujourd'hui. Il ne se voyait pas comme un handicapé. Il refusait qu'on s'installe sur des places handicapées. Il disait qu'il allait bien. Il refusait d'être en convalescence. Il allait toujours de l'avant. Il allait au collège. Il sortait de l'hôpital. Il fallait qu'il soit à l'école, au collège. Il était toujours en train de donner de l'énergie. Si vous n'étiez pas bien, lui, vous en insufflait. C'était un magicien de la vie. Il avait des ascenseurs plein les yeux, des musiques plein la tête, des pas de danse plein les pas. Et il aimait... Quand il croyait que c'était pas possible, pour lui, il savait pas ce que ça voulait dire. Il affrontait les choses en se posant pas de questions. Il avait surmonté l'impossible sans savoir que c'était impossible. Jonathan, c'était un amoureux de la vie et un être de bonté, d'amour et de lumière. Jamais il n'a prôné la non-violence. Il a toujours prôné la paix et l'amour et de prodiguer de l'amour autour de lui, avec respect et bonté. Vous en parlez très bien, on voit à quel point aujourd'hui il vous manque, et à quel point c'est difficile, bien évidemment, et j'espère qu'on va pouvoir vous aider ce soir. Je l'espère de tout mon cœur, on l'espère. Didier, vous avez envie de dire un mot? On comprend, pas de problème. Effectivement, on comprend que l'émotion est très forte ce soir, bien évidemment, pour ces parents qui sont là. Je voudrais juste vous rappeler le numéro de téléphone qui s'inscrit sur l'écran, sur lequel vous pouvez nous appeler pour témoigner et pour nous dire si vous avez des informations sur ce dossier. On va revenir sur les investigations qui vont mettre à jour de nouveaux éléments pour le moins surprenants. À Auxonne, les gendarmes exploitent les procès-verbaux des patrouilles de nuit afin de savoir si des bagarres ont eu lieu ce soir-là. En vain. C'est alors qu'une information, pour le moins intrigante, arrive jusqu'aux oreilles des enquêteurs. On apprend que quelqu'un
s'est vanté d'avoir tapé un handicapé. Alors là, donc tout le monde pense que c'est lui l'auteur, un des auteurs de ce qui a été fait à Jonathan. Grâce à ce témoignage, les gendarmes parviennent à remonter la piste de 3 hommes connus des services de police pour des faits de violence. Ils sont immédiatement placés en garde à vue. On va tous les interroger sur leur emploi du temps, sur ce qu'ils ont fait, sur s'ils ont vu Jonathan. Et on va essayer de recouper toutes ces informations pour voir s'il y a des incohérences, pour voir si certains pouvaient en vouloir à Jonathan. 2 d'entre eux affirment avoir vu Jonathan vers 2 h du matin. Mais ils assurent ne pas l'avoir recroisé pendant la nuit et encore moins s'en être pris à lui. Au terme de leur garde à vue, ils sont donc relâchés. Finalement, on va toujours avoir l'impression qu'on a plein de témoignages, mais en réalité, c'est beaucoup de rumeurs rapportées et souvent de façon déformée. Le mystère de la mort de Jonathan reste donc entier. Les enquêteurs poursuivent alors leurs investigations. Ils exploitent notamment les vidéos des caméras de surveillance disposées dans toute la ville. Il y en a éventuellement chez le pharmacien, dans la banque, à la poste, dans le centre-ville. Il y a des commerçants forcément qui laissent tourner leur vidéosurveillance toute la nuit. Et ils vont saisir toutes ces vidéos pour comprendre le cheminement de Jonathan et savoir qui il aurait pu croiser cette nuit-là. Effet inespéré, sur l'une des caméras, Jonathan apparaît déambulant dans la rue en bas de chez lui. Et à 300 mètres à peine du lieu, où il sera découvert. On va le voir à 2h12, il est filmé par la caméra d'un distributeur de billets à proximité du lieu où il va être retrouvé le matin agonisant. Mais alors, que faisait-il à cette heure-là, dans les rues d'Auxonne? Qui Jonathan a-t-il bien pu croiser? Les enquêteurs sont-ils enfin sur une piste sérieuse? À la brigade de recherche de Dijon, les gendarmes misent tout sur les investigations de la police scientifique. Mais en arrivant sur les lieux du drame, les techniciens en identification criminelle font une découverte incroyable. La scène du crime est tout simplement inexploitable. Lorsque les techniciens en identification criminelle arrivent sur les lieux, c'est effectivement la fin de l'après-midi et malheureusement une connaissance d'une résidente de l'immeuble a nettoyé tout simplement le sang. Il a pris l'initiative de tout nettoyer à la javel et par conséquent les constatations et les prélèvements vont être forcément très limités. C'est un véritable saccage de la scène de crime qui va handicaper cette enquête du début jusqu'à la fin. Mais qui a nettoyé la scène de crime? Et surtout, pourquoi? Les gendarmes veulent comprendre et rapidement, ils identifient le responsable. C'est le beau-père d'un des témoins qui était dans l'immeuble et il est arrivé dans les minutes qui suivaient avec un seau, une serpillière, de l'eau de javel et il a nettoyé. Entendu par les gendarmes, l'homme confirme avoir nettoyé les lieux à la demande de sa belle-fille qui ne supporte pas la vue du sang. Mais il n'apporte pas plus d'explications. Au final, les techniciens en identification criminelle ne prélèveront que 2 mégots, dont les analyses ne donneront rien, et une boîte d'un médicament de substitution à l'héroïne. Peut-être qu'il a surpris quelqu'un et qu'il faisait une transaction, ou qu'il a rencontré des gens drogués et puis qu'ils sont défoulés sur lui, voilà, parce que on trouve cette boîte dans ce bâtiment là, dans ce petit couloir qui est cloisonné là, voilà. Après 3 semaines de recherches et d'auditions diverses, les langues se délient enfin. Flore Bella, la maman de Jonathan, reçoit à son tour les confidences troublantes d'un Auxonnais. Selon lui, une habitante de l'immeuble cacherait des informations capitales concernant Jonathan. Cette fille qui habite au premier est la petite amie de quelqu'un qui a enjambé Jonathan sans lui porter secours, sans avoir appelé les secours. Cette habitante de l'immeuble précise alors qu'il est 4 h du matin. Évidemment, c'est un comportement éminemment suspect qui va mettre la puce à l'oreille des gendarmes. Et ils vont se focaliser sur ce personnage.
Pourtant, lors de l'enquête de voisinage, ce couple, que nous appellerons Julien et Magali, avait assuré ne rien savoir. 7 mois après le drame, ils sont donc placés en garde à vue. Julien dit quand je suis rentré, il était au sol. J'ai cru qu'il était sous. J'ai cru qu'il cuvait. Je suis passé au-dessus de lui et je suis rentré me coucher. J'ai pas voulu le dire aux enquêteurs parce que j'ai été condamné quelque temps auparavant pour un recel de vol. J'ai pris de l'emprisonnement avec sursis. Moi, j'ai la trouille. Je veux pas d'ennui avec les gendarmes. Je veux pas d'ennui avec les enquêteurs. J'ai rien à me reprocher. Moi, j'y suis pour rien. Mais comme ça, au moins, je suis tranquille. Ils vont pas venir m'ennuyer. Magali confirme sa version et apporte un autre élément crucial. La petite amie dira qu'elle avait pensé un temps appeler les secours, mais que lui avait dit c'est pas la peine. Alors après, sur le fond, leur déclaration interpelle parce qu'il y a des incohérences, voire des contradictions entre eux et avec d'autres personnes auxquelles ils se seraient confiés. Le 15 novembre 2007, Julien est mis en examen pour meurtre et Magali pour non-assistance à personne en danger. Il a vraiment eu cette volonté de dissimuler des choses. Pourquoi? A-t-il dit toute la vérité? Ont-ils dit toute la vérité? J'en doute. Alors on se retrouve en direct bien évidemment, toujours avec les parents de Jonathan et Maître Herman qui est avec nous. On a entendu dans ce reportage le suspect d'y avoir enjambé le corps de Jonathan. Il va ensuite s'embrouiller un peu. Pourquoi est-ce qu'il est suspect? Alors, il est suspect parce qu'il a plusieurs versions. Il va d'abord dire qu'il n'a vu personne. Ensuite, il a enjambé quelqu'un qui ronflait, pensait que cette personne, finalement, cuvait son alcool. Il dira qu'il n'a pas vu de sang, qu'il ne l'a pas reconnu. Puis, dans une troisième version, on va avoir la version un peu plus complète où, effectivement, il a vu du sang, effectivement, il a reconnu Jonathan. Et puis, voilà, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Est-ce qu'il a déplacé le corps? C'est une question qui se pose. Il l'a enjambé, certes, il l'a enjambé, il le reconnaîtra par la suite. Mais pourquoi ce suspect n'est apparu que 7 mois après? Alors, il apparaît 7 mois après parce que d'abord, il va amener ses proches à se taire. Il va les menacer, il va leur demander de se taire. Et au bout d'un moment, il va y avoir des témoignages dont une personne qui va entendre une conversation entre lui et une personne sur laquelle il fait pression et qui va en parler aux policiers. Fleur Bella, ce garçon, selon vous, est-ce qu'il avait le profil de quelqu'un qui aurait pu s'en prendre à Jonathan? Oui, c'est quelqu'un de violent, de connu comme violent. Pas comme certains auteurs de grandes violences sur Auxonne de l'époque, mais oui, c'est quelqu'un de violent. C'est quelqu'un qui avait une réputation, en tout cas. Oui, et de manipulateur. Et si je puis me permettre quelque chose, 3 jours après, il m'a tenu les épaules, en larmes, pour s'excuser de ne pas avoir pu intervenir et appeler les secours parce qu'il est arrivé plus tôt et qu'il n'avait pas vu Jonathan. Et que s'il était arrivé plus tard pour aller voir sa chérie, parce que c'est elle qui habite l'immeuble, il aurait pu donc voir Jonathan et appeler les secours. Et il s'excuse et il se fond en larmes devant moi en me tenant les épaules et en me suppliant de le croire parce qu'il est désolé, il est meurtri de ne pas avoir pu porter secours à Jonathan. Vous l'avez cru? Mais j'ai vu quelqu'un qui était vraiment sincère en face de moi. Et je l'ai su 1 mois après par quelqu'un qui a voulu m'aider et qui m'a appris ce que les gendarmes savaient déjà, c'est qu'il avait enjambé Jonathan. Et qu'il avait menti sur plusieurs dépositions. Et j'ai su qu'il avait frappé une des 3e personnes qui était dans cet appartement ce soir-là, qu'il a fait des pressions verbales et physiques sur des témoins pour qu'ils corroborent dans son histoire. Ces témoins sont tous venus me trouver pour pleurer vers moi et s'excuser, profondément s'excuser, parce qu'ils avaient eu peur de ces menaces. Maître Herman, est-ce que dans ce dossier, il existe des preuves matérielles qui lient Julien à la scène? Malheureusement, la scène de crime a été nettoyée et donc effectivement à la javel. Le balai qui a servi au nettoyage a été jeté, c'est un acte quand même particulier. Malgré les rubalis, c'est-à-dire les tresses qui avaient été posées par les gendarmes, on le sait, on a tous vu des séries policières, on sait qu'on ne doit pas intervenir s'il y a des traces de sang, ça a été nettoyé. Et ça a été nettoyé à la javel? À la javel, avec un balai qui a été acheté pour cela et qui a été jeté, qu'on n'a pas retrouvé. Et on sait qui a nettoyé cette scène? Oui, c'est le père de la petite amie de cette personne qui a enjambé le corps et c'est pas un acte anodin. On a déposé plainte pour modification de scène de crime, mais la justice a considéré que ça n'était pas intéressant. Et vous pensez que cet homme cherchait à faire disparaître des preuves?
C'est une question qui se pose encore aujourd'hui. On a encore exploré cet élément-là. Alors nous avons cherché bien évidemment à retrouver cet homme afin qu'il nous parle. Il a refusé dans un premier temps de nous parler par téléphone. Nous sommes donc allés le voir. On est d'abord allé chez son ex-compagne qui n'est autre que la mère de Magali avant de retrouver sa trace dans un autre immeuble. Regardez, c'est un document exclusif. Bonjour madame. Je me présente, en fait je suis journaliste, je vous avais déjà contacté par téléphone en fait. Je n'ai rien à vous dire, dehors. Pourquoi vous voulez pas nous répondre? Je suis encore chez moi. Oui, d'accord, mais je vous ai même pas expliqué ce qu'on... Je veux rien savoir, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous pensez vous de ce qui s'est passé madame? Rien du tout. Foutez-nous la paix. Bonjour monsieur. Excusez-nous. Descendez vite parce que je vais me pencher. Mais qu'on vous explique, monsieur, pourquoi on est... Rien expliqué. Donc. Écoutez, je me présente. Non, je ne veux pas de présentation. Monsieur, si vous... on veut simplement savoir, en fait... J'ai rien à foutre de tout ça. Dehors. Vous voulez pas nous expliquer pourquoi vous avez les lieux à l'époque Je m'en fous complètement. Pourquoi vous vous en foutez? Dehors parce que je vais me fâcher puis je vais porter plainte contre vous. Bah, monsieur, on vient juste vous poser quelques questions. C'est pas la question de porter plainte. Harcèlement, déjà pour commencer. Harcèlement, si vous pouvez pas pour harcèlement, parce qu'on vient juste vous poser quelques questions. Dehors, c'est chez moi aussi. Allez, hop. On peut pas discuter au moins devant la porte? Monsieur? Voilà, vous avez vu à quel point c'est compliqué. Vous découvrez ces images, Didier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? C'est révoltant, voir des gens qui réagissent comme ça. Surtout que cette personne a nettoyé la crime de sang, la scène de crime. Elle refuse de s'expliquer. Elle refuse de s'expliquer, sachant que c'est toute la même famille qui était dans cet immeuble. Ça laisse présumer plein de doutes, quoi. Flore Bellard. Ce monsieur m'a menacé de mort quelques mois après. La mère m'a menacé, elle aussi. Vous avez déposé plainte pour ça? Non. C'est compliqué d'en parler, du coup. Mais j'en ai parlé à la brigade de recherche. Mais c'est vrai que sans plainte, c'est compliqué de lancer des accusations. J'en ai parlé. Il a été entendu, mais il m'a menacé aussi. Maître Herman, Magali et Julien ont été mis en examen, mais on a le sentiment que ça n'a pas fait avancer les choses. Alors, ils ont été mis en examen, effectivement, pour les faits sur Jonathan. Ça n'a pas fait avancer les choses. On a quand même des éléments au dossier exploitables. Aujourd'hui,